fait rien. Moi, j'invite peut-être le ministre qui est bien au chaud. Moi, je l'invite à peut-être se rappeler qu'il lui-même est un prof. Plus de la moitié des classes du Québec n'ont pas de lecteur de CO2 fonctionnel. Au Nouveau-Brunswick, des centres de soins de longue durée durement frappés par la COVID. C'est très inquiétant, encore une fois, nos aînés, population vulnérable. Et la rencontre de la dernière chance entre Russes et Américains sur l'Ukraine vient de se terminer. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur, bienvenue au Radio Journal. Les élèves ont donc repris le chemin de l'école au Québec, mais dans quelles conditions? Plus de la moitié des classes de la province n'ont toujours pas de lecteur de CO2 fonctionnel. Et alors qu'il fait un froid polaire, des écoles ont reçu la directive de laisser les fenêtres ouvertes. Karine Matteau, il y a des parents qui sont furieux et qui dénoncent le manque de sensibilité du ministère. Il faut dire que c'est notre collègue Thomas Gerbet qui publie ces informations ce matin. Et même si 70% des appareils ont été livrés dans les écoles, il y en a seulement 42% qui sont installés et calibrés. Donc, plusieurs conseils de services scolaires demandent aux enseignants d'ouvrir les fenêtres et portes de leur classe pour ventiler malgré le froid, et ça fait réagir les parents. Voici le président de la Fédération autonome de l'enseignement, Sylvain Mallette. Moi, j'invite peut-être le ministre qui est bien au chaud dans sa tour d'ivoire de ministre. Moi, je l'invite à peut-être se rappeler qu'il lui-même est un prof. Quand il fait moins 20 dans une classe parce qu'il fait moins 20 à l'extérieur, puis je suis obligé d'ouvrir les fenêtres pour permettre d'aérer quand je suis capable de les ouvrir, il y a des êtres humains qui sont assis dans des classes. Karine, est-ce qu'on sait quand les lecteurs sont fonctionnels? Bien, le cabinet du ministre de l'Éducation assure que des lecteurs sont installés et fonctionnent dans toutes les classes mal ventilées qui étaient jugées prioritaires, à l'exception de quelques-unes dans Charlevoix, mais ça semble être plus long à certains endroits. Dans une note interne, le Centre de service scolaire de la Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, indique que l'installation se poursuit jusqu'au 26 janvier et que les lecteurs ne seront calibrés qu'après 16 jours de fonctionnement. Et il y a d'autres exemples semblables. Merci, Karine. Je vous en prie. Québec n'envisage pas d'assouplir ses mesures sanitaires pour le moment, même si les hospitalisations commencent à diminuer. Le gouvernement Legault préfère jouer de prudence. Mais les milieux d'affaires s'impatientent. La situation est particulièrement difficile pour les restaurateurs qui veulent savoir quand ils pourront rouvrir leurs portes. Voici le vice-président de la chaîne Coco Frutti, Yvan Robitaille, suivi de Martin Vizina de l'association Restauration Québec. Quand on voit les gros centres commerciaux qui sont ouverts, qu'il n'y a pas de distanciation, qu'il n'y a rien, puis que nous, avec toutes les mesures qui nous ont été imposées, qu'on a respectées, mises en place, qu'on est encore fermé, on ne comprend pas. Chaque fermeture a des impacts. Je vous dirais, l'enjeu qu'on voit de plus en plus, c'est, oui, on va réouvrir, mais qui va être avec nous à la réouverture? Parce que les employés, ils sont tannés qu'à tous les 5 mois, ils doivent retourner au chômage. Plus de 3400 patients atteints de la COVID-19 sont toujours hospitalisés au Québec, mais le sommet aurait été atteint, selon le premier ministre. Autre stratégie, en Ontario, où le premier ministre Doug Ford a annoncé la réouverture des bars, des cinémas, des gyms et des salles à manger des restaurants à compter du 31 janvier. Ces établissements pourront ouvrir à 50% de leur capacité d'accueil. Selon le chef de la prévention et du contrôle des infections à l'hôpital Sunnybrook de Toronto, Jérôme Leis, il faut se montrer prudent avec ces assouplissements. Dans l'ensemble, je pense que c'est probablement le bon moment de commencer à assouplir les mesures. Mais il faut faire ça en douceur, évidemment. Ce qu'on sait qu'il faut toujours aller lentement et surveiller de près tous les indicateurs et s'assurer que le système de santé soit capable de continuer. Le gouvernement Ford prévoit une levée des limites de capacité dans les restaurants, les bars et les gyms à compter du 21 février. Au Nouveau-Brunswick, des dizaines de foyers de soins de longue durée sont frappés par des éclosions de COVID-19 et des centaines de travailleurs et de résidents ont contracté la maladie. Le gouvernement a annoncé des mesures pour s'attaquer à la crise, mais une association d'aînés réclame davantage de financement. Les précisions de Pascal Reichenol. Jeudi, des éclosions étaient en cours dans 47 établissements, selon les données du gouvernement. On parle de 13 foyers de soins et de 34 foyers de soins spéciaux. Plus de 500 résidents et travailleurs de ces établissements ont contracté la COVID-19. Une situation particulièrement préoccupante, selon Marcel Larocque, président de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. C'est très inquiétant, encore une fois, nos aînés, population vulnérable, ça reste que c'est eux souvent qui prennent le coup de la pandémie. Le gouvernement provincial a annoncé des actions concrètes au cours des derniers jours, entre autres un complément salarial temporaire de 3 $ de l'heure pour certains travailleurs des foyers de soins spéciaux et du soutien à domicile, et la création de places dans les foyers de soins spéciaux pour les aînés qui attendent dans les hôpitaux. Mais Marcel Larocque trouve que ce n'est pas assez. Il faut des stratégies plus grandes que ça, il faut une vision plus grande que ça.
Nous sommes en temps de crise. Il invite le gouvernement à délier davantage les cordons de sa bourse. Je pense que le gouvernement a des argents, puis il nous dit même qu'il y a des argents supplémentaires. Il va falloir les investir aux bonnes places. Et dans les bonnes places, c'est dans la population et par dignité, pourquoi pas dans nos années. Ici Pascal Reichnog, Radio-Canada, Moncton. Un homme de 47 ans a été arrêté aux États-Unis en lien avec une famille retrouvée morte mercredi au Manitoba. Les 4 victimes, un homme, une femme, un adolescent et un bébé, auraient été abandonnés en plein blizzard alors qu'elles tentaient de se rendre clandestinement à la frontière américaine. Selon la directrice de l'organisation L'Accueil francophone, Bintou Sako, la peur d'être refusée à la frontière peut pousser des gens à tenter de la traverser par leurs propres moyens. Les frontières ne sont pas pareilles partout. Parce que ici au Manitoba, entre le Manitoba au niveau de Henderson, il n'y a que des champs. Les gens ne sont pas nécessairement préparés avant de se lancer dans cette aventure qui peut vraiment tourner très mal. 5 autres personnes d'origine indienne ont été retrouvées du côté américain. Elles affirment avoir traversé la frontière à pied depuis le Canada. Les chefs des diplomaties russes et américaines se sont rencontrés à Genève au moment où les tensions entre les deux pays ne cessent de monter. Moscou positionne ses troupes autour de l'Ukraine et envoie 140 navires de guerre sur 4 océans. De son côté, Washington promet une réponse sévère et coordonnée des pays occidentaux en cas d'invasion de l'Ukraine. Je retrouve Tamara Alteresco à Moscou. Ce face-à-face vient de se terminer. Tamara, est-ce qu'il y a eu des progrès? Oui, on vient tout juste d'entendre le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, à Genève. C'est très difficile de lire son humeur. Il vient tout juste de s'adresser aux journalistes et confirme qu'il n'a pas reçu la lettre des Américains, comme il l'exigeait, mais que Blinken a demandé certaines précisions au sujet des demandes de la Russie, qu'il faut les rappeler, entre autres, que l'OTAN renonce à toute expansion vers l'Est. Alors, les deux pays ont convenu de se donner encore une semaine pour recevoir cette réponse écrite des Américains. Il dit que la position américaine n'a pas bougé. Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant? On semble être prêt à poursuivre des discussions sur une solution pour le conflit dans l'est de l'Ukraine, mais il a tenu à préciser très clairement que la sécurité de la Russie ne peut pas être réduite à la simple question ukrainienne. Donc, les Russes vont continuer d'exiger des concessions majeures de l'OTAN. Il a répété que la Russie ne menace personne d'invasion. Reste qu'il y a 100 000 soldats à la frontière de l'Ukraine, des soldats russes. On apprend que la Russie va déployer toute sa flotte navale au complet pour un exercice en mer et qu'elle a aussi déplacé de l'artillerie au Bélarus, dont des missiles de défense aérienne. Donc, on ne peut pas dire que c'était la rencontre de la dernière chance. Il semble y avoir encore de l'espace pour la diplomatie et on nous dit en haleine. Merci beaucoup, Tamara. Au revoir. Il aurait fallu un coup de circuit, mais le projet du retour des expos ressemble plutôt à une fausse balle. La Ligue de baseball majeure a finalement refusé l'équipe partagée entre Montréal et Tampa Bay, en Floride. Si plusieurs se disent déçus de cette nouvelle, d'autres ne baissent pas les bras. Mathieu Prost. L'espoir des amateurs de baseball de retrouver une équipe à Montréal ne repose plus sur grand-chose. Cette chapitre est clos. Steven Bronfman a confirmé que la Ligue de baseball majeure fermait la porte au projet de ville-sœur, une garde partagée des Rays de Tampa Bay. Le plus dur, dit le propriétaire de l'équipe, c'était d'en informer ceux qui ont travaillé très fort sur ce projet ces dernières années. C'est dur, c'est quand c'est go, 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 pas go. La Ligue de baseball majeure n'a pas communiqué les raisons du refus, mais le groupe Baseball Montréal y voit de la frilosité. Valérie Plante s'est dite déçue, comme beaucoup de Montréalais, tout en assurant que Montréal est une ville de baseball, que ce n'est que partie remise. C'est d'ailleurs pourquoi il ne faudrait pas s'empresser de développer le secteur du bassin Peel, selon le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Si un jour on a l'opportunité d'avoir du baseball majeur à Montréal dans plusieurs années, si le site s'est développé, ils ne seront plus disponibles. L'association des joueurs a aussi pu peser dans ce refus de la Ligue, selon l'analyste Mark Griffin. Est-ce que des joueurs vont vouloir se déplacer d'une ville à une autre durant une saison? Il y avait énormément de défis. Il reste maintenant celui de concilier le rêve de revoir une équipe ici et le besoin d'aménager ce secteur au très grand potentiel au cœur du centre-ville. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. Voilà, c'était le Radio-Journal, ici Mathieu Bellemare, au nom de toute l'équipe. Merci d'être à l'écoute. Je vous rappelle que nos radio-journaux sont disponibles en rattrapage sur l'appli audio de Radio-Canada. Bonne journée. Bon vendredi, 21 janvier 2022.